Frédéric Ducrozet est avec nous pour entamer cette émission en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Commençons avec la Fed. On se dit qu'il ne manquait peut-être pas grand-chose pour que Jérôme Powell puisse annoncer un tapering dès hier d'une certaine manière. Oui, on le sent tourner un petit peu autour du pot, les conditions sont presque réunies, on pourrait commencer très bientôt. Tout le monde, essentiellement dans le marché, attend maintenant une annonce formelle au mois de novembre. Il se peut bien sûr qu'on ait des rebondissements, notamment sur l'aspect budgétaire. Je pense que c'est un point peut-être un petit peu sous-estimé en termes de risque par le marché. On a ce fameux plafond de la dette qui doit être relevé, cette saga maintenant qui dure depuis des années et qui peut, sur un accident politique entre guillemets, déboucher sur soit des tensions sur les marchés, soit potentiellement, rappelez-vous, une dégradation de la notation des États-Unis comme S&P avait pu le faire. Mais mis à part ce risque qui malgré tout me semble minime et en tout cas peut être géré, la Fed est vraiment cette fois dans les starting blocks pour réduire très progressivement le rythme de ces achats d'actifs. Et je crois que la seule peut-être nouvelle de la réunion d'hier, c'est que cette fin du QE tapering, donc cette réduction du QE, pourrait arriver dès la mi-année 2022, ce qui est peut-être un petit peu plus tôt que ce que certains espéraient. Oui, c'est ça. Peut-être un rythme de réduction un peu plus rapide pour laisser place au débat sur les taux. C'était l'autre gros sujet de la réunion d'hier. Frédéric, alors, je sais que ça n'est pas la communication forward guidance officielle de la Fed, mais tout le monde regarde évidemment le dot plot, le nuage de taux, les projections que chacun des 18 membres votants et non votants de la Réserve fédérale américaine affiche pour les prochaines années. Si on regarde la médiane, qui est ce qu'on regarde justement à travers ce nuage de points, on a l'idée d'un 50 sur un démarrage de hausse de taux en 2022, 3 hausses de taux en 2023, 3 hausses de taux en 2024. Est-ce que cette médiane est cohérente avec les perspectives qu'on peut avoir pour l'économie américaine sur les prochaines années ? Alors là aussi, c'est un tout petit peu plus et plus hawkish donc que ce que le marché anticipait. On est effectivement partagé sur l'année prochaine. On n'était pas loin d'afficher une hausse de taux dès 2022 dans la médiane. Mais là aussi, non seulement on s'attend à ce genre de tensions, de débats, de désaccords au sein de la Fed depuis longtemps. Elles ont été signalées par ses membres principaux depuis quelques semaines. Mais en plus, on sait quasiment placer une étiquette et un nom sur chacun de ces dots. Et on sait surtout que les présidents des Fed régionales, qui sont beaucoup plus hawkish, qui sont beaucoup plus inquiets de l'inflation, potentiellement aussi du marché immobilier ou d'autres formes de surchauffe, sont ceux qui veulent avancer les hausses de taux. Et on sait par ailleurs dans le marché, les investisseurs sont bien conscients du fait que ce sont au contraire les poids lourds, Powell, Clarida, Reinhardt, à Washington qui décident. Et eux sont probablement pour le moment fermement positionnés sur une première hausse de taux en 2023 seulement. Oui, on rappelle, sur 18 participants, on a 7 membres du board qui sont historiquement toujours unanimes, 5 membres des Fed régionales avec des sièges tournants, et puis 6 membres non votants, mais qui participent également aux projections de hausse de taux, au fameux dot plot. Quand on regarde l'univers des banques centrales au sens large, Frédéric, et notamment les banques centrales des pays développés, on voit bien quand même que le virage est en train d'être pris, alors par des banques centrales mineures de second rang, mais qui sont en train d'envoyer quand même des signaux avancés, le dernier en date étant le signal de la Banque centrale de Norvège ce matin. C'est la première banque centrale des pays développés qui monte les taux depuis 2 ans. On avait eu la Banque centrale de Suède en 2019, mais pour un ajustement quasiment technique. C'est la première, c'est un pays relativement petit, spécifique, exposé au pétrole, avec des caractéristiques particulières, mais néanmoins, c'est un signal. Et on a cette divergence très forte aujourd'hui entre pays développés, des banques centrales qui sont quasiment toutes encore au plancher et qui n'ont que les velléités de monter les taux d'intérêt, à l'exception effectivement de la Banque centrale de Norvège. On verra la Banque centrale d'Angleterre tout à l'heure pour un signal potentiellement de hausse de taux l'année prochaine. Et puis les pays émergents, où on a eu pour le coup 1%, 100 points de base de hausse de taux au Brésil. On aura la Turquie, on en a quasiment toutes les semaines aujourd'hui qui montent cette fois vraiment les taux d'intérêt. Donc cette divergence-là, elle a des conséquences sur les marchés. Elle est à mon avis difficile à soutenir ou en tout cas extrapolable dans la mesure où les taux, le dollar bien sûr ont des conséquences là aussi sur les décisions de ces banques centrales qui font face, c'est vrai, la plupart du temps à des taux d'inflation plus élevés que dans les pays développés.
Sur la conjoncture européenne, Frédéric, quelques remarques peut-être après la livraison des PMI flash là, pour le mois de septembre, donc les enquêtes de conjoncture, activité manufacturière, activité de service. On note que les problèmes d'offres, les problèmes d'approvisionnement restent au centre de l'activité économique et génèrent même un frein sur l'activité économique du mois de septembre. Alors, le rythme reste sur des niveaux très décents, mais quelles peuvent être les conséquences à terme de ces problèmes d'offres qui ne se règlent pas pour l'instant sur notre activité économique en zone euro, Frédéric? Je pense qu'il faut prendre d'abord un peu de recul. Comme depuis le début de la pandémie, on a beaucoup de mal à mesurer effectivement le niveau d'activité, y compris par le passé. On a aujourd'hui une révision très forte à la baisse, qui est malvenue pour le coup, de l'activité du PIB en Espagne. Et donc on est toujours à la peine quand il s'agit de vraiment mesurer l'activité économique en temps réel. La France fait d'ailleurs exception, je pense, encore une fois, avec l'INSEE qui fait un excellent travail. Mais dans l'ensemble, le niveau de ces indices de directeurs d'achat est moins important, à mon sens, que les détails, que les anecdotes qui viennent des entreprises et que peut-être le jugement même qualitatif qui est fourni avec ces enquêtes. Et effectivement, vous l'avez très bien résumé, ce mois-ci, le message principal, c'est que ces tensions qu'on a, côté offre, côté fournisseur, on parle bien sûr des composants qui vont dans les secteurs automobiles en particulier, entraînent maintenant des problèmes côté demande et donc pénalisent à la fois la livraison mais aussi la demande finale des consommateurs et des entreprises pour ces mêmes produits. Et ça, c'est un problème dans la mesure où plus ces tensions durent et on ne voit pas de vrai assouplissement, pour prendre un exemple typique au niveau global, dans le coût du transport maritime qui est toujours très élevé, on ne voit pas d'amélioration et plus ça dure, plus ça peut malheureusement impacter le niveau d'activité réelle cette fois pour cette année et l'année prochaine. Et même si effectivement on peut espérer une expansion et un cycle peut-être plus long en conséquence, c'est quand même une moins bonne nouvelle aujourd'hui pour l'activité, pour l'emploi, pour l'investissement, d'avoir ce type de tension qui dure. C'est un frein, effectivement, à court terme sur le rythme de la reprise, le rythme de l'activité économique en zone euro, mais un peu partout dans le monde, on va dire ça comme ça, puisque les PMI là, ont été livrés pour différentes zones géographiques aujourd'hui. Un mot également de la situation toujours chaude d'Evergrande, Frédéric. Jusqu'où le marché est-il rassuré aujourd'hui sur la situation de défaut ou de quasi-défaut ou de défaut prévisible d'Evergrande? La seule question que le marché se pose quand on n'est pas exposé directement à ce secteur ou à ces entreprises, c'est le degré de contagion possible, le degré de crise systémique que pourrait engendrer de tels défauts. Et comme c'est la Chine, on peut s'attendre à une réponse à la chinoise, entre guillemets, qui, depuis hier, arrive par petits morceaux, pas toujours encore officiels, mais on voit se dessiner une solution. D'un côté, gérer effectivement cette restructuration ou ce défaut s'il a lieu, en tout cas sur certains types d'obligations, notamment en devises étrangères, en dollars, et de l'autre, gérer là aussi de manière très ciblée, très spécifique, les conséquences pour les gouvernements locaux, pour les banques, pour tous les acteurs de l'économie qui sont exposés directement à ces entreprises. Et non pas à ce secteur, parce que ce qu'il faut bien rappeler, la grosse différence aujourd'hui dans la gestion de cette crise, c'en est une, du marché immobilier en Chine, c'est que les objectifs du gouvernement sont toujours pour une modération de la surchauffe, pour un dégonflement des bulles, pour une réduction de l'endettement et des prises de risques. Et quelque part, il y a une forme de signal pour montrer l'exemple des autorités chinoises qu'il ne faut pas et il ne faudra pas à l'avenir que ces acteurs prennent trop de risques dans ce type de secteur. Donc il faut quand même en faire un exemple tout en gérant les conséquences au niveau global. Et je pense que c'est le scénario qui se dessine et c'est aussi le scénario le plus favorable pour le marché qui rebondit, en tout cas pour le moment à juste titre, sur cette confirmation, encore une fois, d'une réponse entre guillemets à la chinoise. Sur le plan macro, Frédéric, si le but de Pékin est de refroidir justement la surchauffe dans le secteur immobilier, un poids lourd de l'activité économique en Chine, ça va avoir des conséquences sur les marchés de matériaux, de ressources de base? Est-ce que ça va faire baisser d'une certaine manière la pression et le risque inflationniste pour le reste du monde? Oui, toute chose égale par ailleurs, même si les économistes et les stratégistes qui suivent le pays et le secteur ne sont pas surpris, ne découvrent pas ce sujet aujourd'hui. Et ça fait des mois, y compris d'ailleurs que la Banque centrale ou les autorités chinoises préviennent les banques du problème potentiel et les encouragent à réduire leurs risques. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître d'un coup sur les radars. Le marché immobilier en Chine pèse un peu plus de 10% de l'économie, c'est évidemment majeur. Et la question est de savoir qu'est-ce qui finalement, de manière
incrémentale aujourd'hui pourrait amener à une révision des prévisions de croissance à la baisse l'année prochaine. C'est pas forcément évident. On était déjà dans une forme de ralentissement. On prévoyait de notre part, par exemple, un ralentissement assez marqué de l'économie chinoise, qu'on va peut-être un petit peu amplifier dans le scénario, mais pas beaucoup. Si, encore une fois, c'est une condition très importante, la réponse de politique économique est à la hauteur et peut-être d'ailleurs inclut une part de stimulus un peu plus large, fiscal et monétaire, qu'on peut tout à fait imaginer dans les mois à venir pour assurer justement cette transition vers une croissance plus faible, mais plus équilibrée, plus saine et plus durable. C'est sur cette idée-là, d'ailleurs, je crois que l'OCDE n'a pas révisé à la baisse les perspectives de croissance chinoise pour cette année. L'OCDE qui a livré, je crois, hier ou avant-hier, c'est l'ajustement de ses prévisions économiques. Merci beaucoup, Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, à distance, en visioconférence depuis la Suisse, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management.